Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Cartoon Horror Show. Aujourd'hui, nous allons traiter de 4 histoires effrayantes qui se sont passées sur Discord, cette application qui te permet de communiquer avec plein de personnes. D'ailleurs, j'ai ouvert mon propre serveur, le lien sera en description. Sur ce, installez-vous confortablement, éteignez vos lumières, vérifiez que vos portes soient bien fermées et c'est parti! Mon fils était très actif sur une application appelée Discord, et d'après ce que j'ai compris, c'était une application de messagerie pour les gens qui jouent à des jeux vidéo. Ça lui permettait de parler à des gens du monde entier qui jouent au même jeu que lui. Donc à un moment donné, il nous a annoncé une nouvelle. Il avait parlé à une fille au Royaume-Uni nommée Laurie. Elle et lui étaient devenus amis en jouant à une sorte de jeu de pirates, jouant ensemble la plupart des jours et parlant presque tout le temps ensemble, même quand ils n'étaient pas devant leur ordinateur. Il a finalement demandé si elle voulait être sa petite amie, et elle a dit oui. C'était vraiment un nouveau concept pour quelqu'un comme moi qui a grandi à une époque où les téléphones portables n'existaient même pas. Mais je comprends que nous vivons dans une ère numérique où de nouvelles méthodes de rencontre voient le jour. Donc j'ai juste essayé d'être heureuse pour lui comme n'importe quelle mère le serait quand son enfant a sa première petite amie ou petit ami. De plus, avec un océan entier entre eux, ce n'est pas comme si je devais m'inquiéter du fait qu'il tombe accidentellement enceinte ou quelque chose comme ça. Cependant, un dimanche après-midi, mon fils sort de sa grotte pour ce qui semble être la première fois depuis des jours. Il entre dans le salon où moi et mon mari sommes assis avec un regard très inquiet sur son visage. Nous lui avons demandé ce qu'il s'est passé et il a haussé les épaules en nous disant que tout va bien, puis il s'est éloigné à nouveau. Comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes regardés, moi et mon mari, avec un regard qui signifiait « Mais qu'est-ce qu'il a ?» Mon mari se lève et suit notre fils à travers le salon avant de l'interroger gentiment sur toute la raison de son malheur. D'après ce qu'il m'a dit, notre enfant faisait juste cette chose typique des garçons, en prétendant que tout allait bien, mais d'une manière qui nous dit qu'il est manifestement contrarié par quelque chose. Mon mari m'a alors dit qu'il avait demandé des nouvelles de Laurie, et notre fils a répondu d'une manière presque viscérale, en disant « Pourquoi est-ce que vous êtes toujours dans mes affaires ?» Bla bla bla. Il avait manifestement abordé un sujet sensible, donc notre conclusion générale était que lui et Laurie devaient avoir rompu et qu'il ne voulait tout simplement pas en parler. Nous ne voulions pas lui mettre la pression, et nous l'avons en quelque sorte laissé faire pour qu'il passe à autre chose. Mais au cours du mois suivant, notre fils semblait de plus en plus déprimé. Il passait de plus en plus de temps dans sa chambre. Il n'en sortait que pour aller à l'école ou manger, pour ensuite se retirer dans sa petite caverne de garçon. Comme je l'ai dit, nous avons pensé que c'était parce qu'il avait rompu avec sa petite amie sur Internet. Mais une fois, mon mari passait devant sa chambre et il l'a entendu de manière flagrante parler à quelqu'un via son petit chat vocal sur Discord. Il s'adressait à elle en l'appelant bébé. Et à un moment donné, il a même entendu Laurie. Donc apparemment, ils étaient toujours en contact à ce moment-là, mais nous supposions toujours qu'ils avaient eu des problèmes relationnels, en ajoutant le fait qu'ils étaient à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, bien sûr. Je sais que les relations à longue distance ne fonctionnent presque jamais, même quand les gens n'étaient qu'à quelques états l'un de l'autre. Mais ces enfants avaient un océan entier qui les séparait. Seul Dieu sait combien cela a dû être dur pour eux. Malgré ça, nous avons appris que ce n'était pas exactement le problème, mais que c'était plutôt quelque chose de beaucoup plus sombre. Comme je l'ai dit, notre fils semblait devenir de plus en plus dépressif au cours du mois. Et c'était si grave qu'à un moment donné, mon mari et moi avons envisagé de lui faire voir un thérapeute ou autre pour étouffer le problème dans l'œuf, avant qu'il ne se transforme en quelque chose de moins facile à gérer. Mais tout d'un coup, de nulle part, il commence à s'améliorer psychologiquement. Il a meilleure mine, il se sent tout à coup plus guilleret et devient considérablement plus sociable. Il semblait encore très vif à l'idée de passer plus de temps avec nous, ce qui pour un garçon de 16 ans demeure assez étrange. Ce n'est pas comme si cela nous dérangeait, ça nous fait beaucoup de bien de le voir se sentir mieux. Et nous nous sommes dit qu'il a sûrement trouvé une autre fille, ou qu'il a enfin rayé Laurie de sa vie pour passer à autre chose. Ce genre de comportement ensoleillé se poursuit pendant une semaine environ, jusqu'à ce que, un samedi après avoir pris son déjeuner, nous ne l'avons plus revu de toute la journée. En fin d'après-midi, mon mari et moi, on monte dans sa chambre, on frappe à sa porte, et nous demandons à notre fils s'il va bien. Mon mari redescend dans le salon, et me dit qu'il n'a pas de réponse même après avoir frappé à la porte. Puis il m'a demandé si je l'avais vu sortir de la maison pendant la journée, et je lui ai répondu que non, et que s'il était allé chez un ami ou autre, il ne me l'aurait certainement pas fait savoir.
Mon mari a haussé les épaules. Il m'a dit qu'il avait un mal de tête. Alors il est allé dans la salle de bain du sous-sol pour prendre une aspirine dans l'armoire à pharmacie. Mais soudain, je l'entends bondir dans le couloir et remonter les escaliers. Ses pieds faisaient boum, 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 pendant qu'il se précipitait vers la chambre de mon fils. Je suis à ce moment-là très confuse et je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» D'où je me tiens, je peux en fait voir la salle de bain du rez-de-chaussée, et ce que je vois me glace le sang. Nous gardions habituellement tous nos analgésiques et autres médicaments dans un petit kit de premier secours en plastique. Nous gardions cette chose remplie à ras-bord, mais il était là sur le sol de la salle de bain presque complètement vide. Et comme mon mari avant moi, j'ai compris ce qu'il s'était passé. Alors j'ai couru jusqu'à la chambre de mon fils, où j'ai trouvé mon mari penché sur son lit, le secouant comme s'il voulait le réveiller. « Tu m'entends? Réveille-toi! Réveille-toi !» Il y avait une flaque de vomi sur le lit à côté de sa tête, et il était complètement inconscient. Il y avait même des boîtes de pilules vides sur le sol à côté. Dès que je suis entrée, mon mari a couru en bas pour appeler le 911, et j'ai pris le relais en le secouant et en le suppliant d'ouvrir les yeux. La seule lumière dans la pièce provenait de ses écrans d'ordinateur, donc à un moment donné, j'ai jeté un coup d'œil, et j'ai vu l'une des choses les plus effrayantes que j'ai pu voir de ma vie. Sur l'écran, il y avait une fenêtre de webcam provenant du Discord dont j'ai déjà parlé, et elle montrait le corps d'une jeune fille qui était en train de se balancer dans l'air. Cela m'a pris 1 seconde à réaliser ce que je regardais, et quand j'ai enfin compris, j'ai failli effondrer la maison avec mes cris. Elle était suspendue à quelque chose. J'ai essayé bien sûr de ne pas regarder. J'ai vraiment essayé de ne me concentrer que sur mon fils, pendant que mon mari courait vers la chambre avec les services d'urgence de l'autre côté de la ligne. J'aurais dû lui dire de ne pas regarder, mais j'étais bien trop désemparée. Je pouvais à peine parler quand il est revenu dans la pièce, et commençait à décrire l'état de notre fils à l'autre personne au bout du fil. Il parlait, quand soudain il fit la même chose que moi, et se retourna vers l'écran de l'ordinateur, où le corps de la jeune fille restait accroché dans les airs. Mon mari est là, alors complètement figé, et arrête de parler au téléphone. Il reste dans cet état assez longtemps pour que je puisse entendre le dispatcher dire « Monsieur, vous êtes là? Monsieur ?» À ce moment-là, il sort de la lune et continue à parler à la personne des urgences. Il a eu à ce moment-là le réflexe d'éteindre l'ordinateur. Il a même eu le temps de donner l'adresse de la fille aux services médicaux pour qu'ils aillent voir chez elle. Notre fils a été emmené à l'hôpital. On lui a rapidement fait un lavage d'estomac. Nous avons passé toute la nuit à attendre dans la zone des visiteurs, et quand un médecin est venu nous voir pour une mise à jour de l'état de notre fils, mon cœur s'est mis à battre la chamade, alors que je me préparais pour le pire. Mais heureusement, on l'a amené à l'hôpital juste à temps, et les infirmiers ont pu lui faire un lavage d'estomac et lui administrer les médicaments nécessaires pour contrer les effets de ce qu'il avait déjà pris. Il a survécu de justesse, mais la même chose ne pouvait pas être dite pour la fille sur l'ordinateur. Cette Laurie, la fille avec laquelle il avait été en relation à distance depuis si longtemps. Quand notre fils s'est réveillé et qu'on nous a vus dans la chambre d'hôpital, il a fondu en larmes. Il s'est excusé encore et encore, et nous avons pleuré tous ensemble. Il a ensuite commencé à nous raconter ce qu'il s'était passé, et honnêtement, je n'en croyais pas mes oreilles. Il s'est avéré qu'ils avaient formé une sorte de meurtre. Au moment même où il commençait à s'en sortir et à aller mieux, il nous avait dit qu'il et elle avaient trouvé une solution pour échapper à cette douleur qui les tourmentait. Il était prêt à tout pour elle. Nous avons, suite à ça, décidé de lui prescrire un thérapeute, et maintenant il va beaucoup mieux. Nous avons décidé de ne pas surveiller ses activités en ligne, puisque de toute manière, il trouverait toujours une manière de les cacher, mais nous avons tout de même pris la sécurité de ne pas laisser son ordinateur dans sa chambre. Et depuis ce temps, moi et mon mari avons fait un effort pour découvrir un peu ce qui se cache sur Internet. Et, croyez-moi, il y a des jours où j'aurais préféré ne pas l'avoir fait. Parce que, mon Dieu, il y a des choses horribles. Des choses que j'aimerais n'avoir jamais vues. Et que je ne pourrai plus jamais sortir de ma tête. J'avais l'habitude de jouer à Insurgency Sandstorm avec un groupe fixe de gars et quelques filles, et nous nous organisions en utilisant un serveur Discord. Les gens allaient et venaient au fil du temps, mais il y avait quelques-uns d'entre nous qui sont restés en contact assez fréquemment en dehors des organisations de sessions de jeu, et nous sommes devenus de très bons amis. Insurgency, pour ceux qui n'y ont pas joué, c'est l'un des jeux de tir militaire hyper réalistes qui ont tendance à devenir vraiment très intenses et occasionnellement carrément terrifiants quand il est à son meilleur. Je ne dis pas qu'on avait une sorte d'attachement fraternel, et je sais que ce n'est qu'un jeu vidéo. Mais comme je le disais,
Une poignée de main d'entre nous ont fini par devenir de très bons amis et à se lier d'amitié grâce à l'intense travail d'équipe nécessaire pour gagner des rounds. Sans parler de la sueur dans les mains lors des combats de feu alimentés par l'adrénaline. L'un d'entre eux était un garçon nommé Colin. Un jour, Colin nous a dit qu'il ne pourrait plus jouer à Insurgency pour un petit moment, parce qu'il avait accepté un travail où il enseignait l'anglais comme langue étrangère en Indonésie. Il voulait voyager un peu depuis un certain temps, mais il n'avait pas beaucoup d'argent, et être qualifié pour enseigner lui a donné l'opportunité de voir des régions du monde exotiques, tout en étant payé. Nous étions assez déçus d'apprendre la nouvelle. C'était un sacré tireur d'élite. Et plusieurs fois où nous avions été coincés par un ennemi mitrailleur, les tirs arrêtaient soudainement, suivis d'un petit rire de Colin qui criait « Prends-toi ça !» avec son petit accent écossais. Nous l'aimions absolument pour ces moments, mais on était tout de même très heureux pour lui. Et comme il a promis de rester sur le serveur Discord, nous pouvions rester en contact et entendre des histoires de ses aventures dans ce pays exotique. Donc, quelques mois ont passé, et nous avons écouté les récits de ses voyages, tout en étant mis à jour avec des photos de l'exploration de certaines parties reculées de l'Indonésie. Mais ce sont les photos de lui avec les élèves de l'école qu'il enseignait qui m'ont vraiment fait sourire. Il avait l'air de s'amuser comme un fou, surtout quand on a vu des vidéos de lui apprenant aux enfants quelques phrases anglaises assez obscures, et pas seulement ça. De temps en temps, nous avions entendu certains des enfants répéter ces phrases avec un accent écossais, et l'idée d'un groupe d'enfants indonésiens tous en train d'apprendre l'anglais avec un accent d'Édimbourg était absolument hilarante pour nous. Je vais dire, imaginez un Américain souhaitant bonjour à un camarade indonésien ou quelque chose pour entendre « Tu vas bien mon pote? Moi ça va, nickel !» Et cette réponse me fait autant rire jusqu'à maintenant. Et puis en septembre 2018, je me suis réveillée en entendant la nouvelle qu'il y avait eu un tremblement de terre au large de la côte indonésienne, provoquant ainsi un tremblement de terre qui a entraîné un tsunami massif qui a détruit d'énormes parties du pays. Immédiatement j'ai pensé à Colin, et j'ai sauté sur Discord en utilisant l'application de mon téléphone. Je lui ai immédiatement envoyé un message en lui demandant si tout allait bien et en espérant qu'il n'ait pas été pris dans le tsunami. Évidemment, il y avait un énorme décalage horaire, de 7 ou 8 heures entre le Royaume-Uni et l'Asie du Sud-Est, et il arrivait que Colin ne réponde pas pendant des heures. Donc le fait qu'il n'ait pas répondu immédiatement n'était pas une préoccupation majeure pour moi. Mais le problème, c'est qu'il ne m'a pas répondu de toute la journée. Au point où j'ai commencé à exprimer mes préoccupations à d'autres gars du serveur. En partageant la nouvelle du tsunami avec eux, j'ai mentionné que j'étais inquiet que Colin ait été pris dans le tsunami. Nous savions d'après les nouvelles quelle région de l'Indonésie avait été touchée, mais nous ne savions pas exactement où se trouvait Colin. Nous savions seulement qu'il était dans une des zones éloignées et qu'il n'avait pas toujours un accès immédiat au Wi-Fi. Une autre raison pour nous de nous inquiéter. Mais il n'a pas répondu le jour suivant non plus, ni le jour d'après. Et nous sommes arrivés à un point où une semaine s'était écoulée et nous n'avions plus de nouvelles de lui. Personne n'avait vu Colin, même en ligne, depuis que nous avions eu les nouvelles du tsunami. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à vraiment nous inquiéter. Et plus les jours passaient, plus nous étions effrayés à l'idée que quelque chose de grave lui soit arrivé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à revoir certains des messages qu'il avait envoyés au cours du mois précédent. Il était allé partout en Indonésie, et il a passé ses premières semaines dans la capitale de Jakarta, qui n'a pas été touchée par le tremblement de terre, ni le tsunami qui l'avait suivi. Mais ensuite, j'ai découvert qu'il avait voyagé dans un endroit appelé Palu. Un endroit appelé Palu pour y enseigner l'anglais, et d'après ce que j'ai compris, c'est là qu'il était au moment de la catastrophe, quand elle a frappé. J'ai ensuite cherché sur internet le nom du lieu pour trouver des histoires sur le tsunami, et j'ai découvert que c'était l'un des endroits les plus touchés par le raz-de-marée destructeur, qui a apparemment atteint 23 pieds de hauteur. 23 pieds d'eau impétueuse qui a détruit à peu près tout sur son chemin et causé la mort de plus de 15 000 personnes. Et selon toute vraisemblance, Colin avait sûrement été l'un d'entre eux. Nous étions dévastés. Mais le pire, c'est que même à ce jour, nous n'avons toujours pas de nouvelles. On connaissait très bien Colin, mais il gardait sa vie personnelle et en ligne assez séparée, donc nous n'avons jamais su son nom de famille, ou les noms des membres de sa famille. Donc ce n'est pas comme si nous pouvions entrer en contact avec eux pour savoir s'il était vraiment mort ou pas, ou pour voir s'il y avait des arrangements funéraires, s'il avait effectivement péri pendant le tsunami. Mais je pense que le fait que même maintenant son compte Discord soit inactif est une preuve qu'il a effectivement perdu la vie là-bas. Peut-être qu'il va bien et qu'il n'a juste jamais pris la peine de revenir sur Discord. Peut-être que sa rencontre avec la mort lui a fait réaliser que les jeux vidéo étaient juste une perte de temps.
ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est juste un rêve que je me fais. Au fond de moi, je sais qu'il est probablement déjà mort. J'espère juste qu'il est en paix maintenant, et que toute sa famille va bien. Repose en paix, Colin. Tu nous manques toujours. Il y a quelques années, j'ai rencontré une fille sur Tinder avec qui j'ai fini par avoir une sérieuse affinité. On est allé prendre un café, le café a fini par devenir des boissons, et les boissons ont fini par faire des étincelles, et puis boum, on s'est retrouvés au milieu d'un tourbillon de romance. On s'envoyait des textos tout le temps lorsqu'on n'était pas ensemble, en rêvant de prendre des vacances en couple. Bref, tous les trucs que les jeunes gens font quand ils ont une nouvelle relation pleine d'énergie. Mais un jour, alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas être plus parfaites, elle me fait m'asseoir avec l'intention évidente d'avoir une sérieuse conversation. Je me suis dit que c'était une sorte de rupture, alors je me suis préparée au pire. Mais heureusement, ce n'était pas aussi grave que je le craignais. C'était juste un peu bizarre pour moi. Ça sortait de l'ordinaire. Elle m'a dit qu'elle était polyamoureuse. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait vouloir dire. Alors je l'ai gardée fixement avec un regard confus sur le visage, ce qui l'a poussée à m'expliquer ce qu'était le polyamour. C'était pas très courant comme terme, mais en gros ça veut dire qu'on partage une relation amoureuse avec plusieurs personnes à la fois. Elle dit qu'elle peut s'engager avec moi, mais qu'elle devra être libre de voir d'autres personnes, même si c'est de manière moins sérieuse. Étant jeune, stupide et totalement sous son charme, j'ai accepté, et ça a fini par être la pire décision que j'ai jamais prise. J'ai commencé par lui dire qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais seulement à condition qu'elle ne me parle pas de tout ça. Elle était d'accord, mais au fil des semaines, j'ai commencé à être un peu jaloux. Elle a essayé d'y remédier en me présentant l'application qu'elle utilisait pour trouver d'autres types de polyamoureux à rencontrer. Quelque chose qui s'appelait Discord. Apparemment, c'est principalement utilisé pour communiquer dans les jeux vidéo, mais j'ai appris que les gens utilisent aussi ce truc pour faire toutes sortes de choses bizarres, y compris des rencontres. La fille me dit que je suis bienvenue sur le serveur dont elle fait partie, et de chercher quelqu'un ouvert à quelque chose d'occasionnel. J'ai pensé que c'était juste, alors je l'ai fait. J'ai créé un compte, et elle m'a invité sur un petit serveur qui s'appelait innocemment La Ferme, alors qu'il n'a absolument rien à voir avec quoi que ce soit d'agricole. Donc en m'invitant, la fille m'a présenté comme son partenaire, et elle a demandé à quelques membres de m'accompagner à travers tous les différents canaux et tout. Ils étaient en fait plutôt sympas. Ils me parlaient de certains des éléments de la polygamie, et ils m'ont complimenté sur la gentillesse de la fille que je voyais, ce qui, je ne sais pas, m'a en quelque sorte réchauffée. Et je me suis sentie mieux. J'ai commencé à parler à une autre fille sur le serveur. On vibe un peu, mais je ne me vois pas aller plus loin avec elle. En fait, je l'ai juste fait pour rendre la fille que je voyais heureuse. Et apparemment, ça l'a rendue très heureuse. Et j'ai gagné beaucoup de points de fidélité, donc tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Non, environ une semaine après avoir été sur Discord, j'ai reçu un message de quelqu'un, que j'ai d'abord pris pour une fille d'ailleurs. On a échangé des salutations et on a engagé une petite conversation, puis j'ai reçu un message avec une photo. Il s'avère que ce n'était pas une fille du tout, c'était un mec. Et la photo, c'est le seul type de photo que je ne voulais absolument pas voir. Je laisse le contenu de l'image à votre imagination. Juste imaginez à la pire chose possible qu'un mec pervers pourrait vous envoyer sur internet, et vous l'avez dans le mille. Il a suivi la photo en disant qu'il voulait coucher avec moi et ma copine en même temps. J'ai juste ignoré les messages en supposant que le mec allait se faire virer du serveur pour violation des règles, ou autre chose. Et finalement, j'en ai parlé à ma copine. Mais elle, d'un autre côté, ne semblait pas du tout avoir la même réaction que moi. En fait, elle disait qu'elle lui parlait depuis un moment et qu'il était habituellement parfaitement gentil et poli. Et que j'étais en train de faire une histoire à partir de rien, en prétendant que j'étais simplement jaloux, etc. Je lui ai dit que j'étais très mal à l'aise à l'idée d'avoir une relation à trois et que je ne veux rien avoir à faire avec ça. Mais encore une fois, elle a le droit de faire ce qu'elle veut du moment que je n'ai pas à en entendre parler. Ce drame s'est calmé et je pensais que c'était la fin de tout ça. Mais ce n'était pas le cas. Pas du tout le cas. Un mois plus tard, les choses sont toujours aussi fortes avec la fille. Et pendant que j'étais dehors en train de faire les courses, j'ai remarqué quelque chose qui a attiré mon attention. C'est une des choses auxquelles on ne fait pas vraiment attention, à moins que ça vous arrive. C'est assez difficile à décrire, mais normalement chaque personne qui entre dans une épicerie prend un chariot ou un panier, non? Et les gens qui courent juste pour prendre un ou deux articles entrent et sortent en à peine une minute. Donc je me souviens avoir vu ce type marcher de long en large dans les allées, avec rien dans les mains. Et je me suis demandé ce que ce type pouvait bien faire ici. Il ne fait rien de trop bizarre, alors je suis passée à autre chose. Mais à chaque fois, je me retrouvais dans une allée en train de prendre des choses dans les étagères, et je le voyais faire les 100 pas. Et quelquefois, nous avons même établi un contact visuel. Rien de trop effrayant, juste un regard occasionnel. Mais ça m'est arrivé encore et encore.
au point que je me suis demandé, est-ce qu'il me suit? Bref, je fais mes courses, je finis et je marche jusqu'à mon appartement en oubliant ce qu'il s'est passé. Quelques heures plus tard, je suis assis dans mon appartement, seul, en train de me détendre et de manger un gros repas d'un restaurant chinois local dont je me suis fait livrer. Mais j'entends des bruits de pas dans les escaliers en dehors de mon appartement. Des pas lourds. Rien d'inhabituel à proprement dire, puis la porte d'entrée de l'appartement fait boum, tremblant à cause d'un impact sur la porte de l'autre côté. J'ai d'abord cru que c'était un voisin ou quelque chose comme ça, alors j'ai crié « Mais qu'est-ce que tu fais, mec ?» Mais je n'ai reçu aucune réponse. Juste un autre coup fort contre la porte. Il n'essayait pas d'attirer mon attention. Il essayait d'entrer par effraction. J'étais sur le point de sortir de ma peau, mais j'attrapais instinctivement mon téléphone pour composer le 911, pendant que je courais dans ma chambre en m'agenouillant vers le coffre-fort en dessous de mon lit, où se trouvait mon calibre 40. J'ai dit au dispatcher ce qui se passait, et elle m'a répondu que les flics étaient en route. Cependant, je n'avais aucune idée du temps qu'il me restait avant qu'ils réussissent à entrer. Je suis allée retourner dans le couloir avec mon pistolet verrouillé et chargé. En visant la porte, j'ai crié « Les flics sont en route !» Mais cela n'a rien fait pour dissuader celui qui était de l'autre côté. Il continuait juste de frapper contre la porte d'entrée. Et à chaque coup, j'avais l'impression que ma porte était de plus en plus sur le point de céder. C'est seulement lorsque j'ai dit « J'ai un 40 ici, mon pote, ne m'oblige pas à le faire !» que les coups se sont arrêtés. Et c'est au même moment qu'on entend aussi l'approche des sirènes. J'entends alors d'autres bruits de pas lourds provenant de l'escalier extérieur, et puis tout redevient silencieux. Un peu plus tard, j'ai fait ma déclaration aux flics qui sont arrivés, et mon téléphone dans la main, je reçois une notification de ma copine qui me dit « Je suis désolée ». J'ai attendu que les flics partent pour l'appeler et lui demander « Pourquoi t'es désolée? Est-ce que c'est fini entre nous ?» Et alors qu'elle me répondait, elle était en train de sangloter, et j'ai compris entre ses sanglots quelque chose qui m'a serré la mâchoire. Voilà un résumé de ce qu'elle m'a dit. Elle a dit qu'elle sortait avec le gars qui m'avait envoyé la photo indésirable, qui était apparemment devenu super bizarre, en lui disant qu'elle devait rompre avec moi parce qu'il la voulait comme sa principale partenaire. Il s'est mis à dire qu'il n'était pas d'accord avec la polygamie, que je n'étais pas bon pour elle, et blablabla. Et puis il est devenu agressif en parlant de ce sujet. Elle l'a mis à la porte et lui a dit de ne plus jamais la recontacter. Ce type venait d'une ville de l'autre côté, et ma copine se disait qu'il allait simplement rentrer en voiture, mais il ne l'a pas fait. Et apparemment, il avait récolté assez d'informations sur moi de sa part. Peut-être même qu'il a fouillé dans son téléphone pour obtenir des photos de moi pour être en mesure de me retrouver. Et c'est là que j'ai finalement compris. C'était lui dans l'épicerie. Et c'était lui qui m'avait suivi jusqu'à mon appartement. Il a ensuite attendu qu'il fasse nuit pour essayer d'entrer par effraction pour faire Dieu sait quoi. Se confronter à moi, me battre, me tuer. Seul Dieu sait ce qu'il avait l'intention de faire. Ce truc de polygamie ne me rendait pas juste jaloux. Ça me mettait en danger. Si ce type avait été un peu plus patient, s'il avait attendu que je sorte la poubelle ou un truc comme ça, je ne serais probablement plus là à écrire mon expérience. Et ça m'a effrayée au plus haut point. J'imagine que vous auriez réagi de la même façon. Moi et la fille avons rompu peu de temps après. J'étais triste, bien sûr, mais cette expérience a été totalement fatale à notre relation. Nous ne pouvions plus revenir en arrière. Nous n'avons plus jamais parlé après ça. Mais je lui ai dit de dire à ce sale type que nous avions rompu et que je ne veux plus rien avoir à faire dans cette histoire, qu'il me laisse tranquille s'il ne voulait pas retourner à sa ville dans un cercueil. Maintenant, juste entendre parler de Discord, ou simplement entendre son nom me laisse un mauvais goût. Et je sais qu'il y a des gens qui utilisent Internet pour des trucs pires que ce que j'ai expérimenté. Il y a quelques années, je faisais partie d'un serveur d'histoires d'horreur sur Discord. C'était un endroit où les gens pouvaient partager des histoires personnelles effrayantes qui leur sont arrivées. Et pendant un moment, c'était honnêtement très amusant. Bien sûr, beaucoup d'histoires semblaient inventées, et impliquaient généralement des choses comme « J'ai vu une ombre au bout de mon lit !» et d'autres choses qui étaient sorties tout droit d'un mauvais film d'horreur. Mais de temps en temps, quelqu'un partageait une histoire qui n'avait pas de côté surnaturel, qui était assez naturelle pour qu'on y croie, et ces histoires étaient véritablement terrifiantes. J'ai lu beaucoup d'histoires sérieusement effrayantes, et des trucs qui font froid dans le dos sur ce serveur. Mais j'en ai oublié beaucoup au fil du temps, probablement parce que, bien qu'elles étaient effrayantes, elles n'étaient pas assez dérangeantes pour que ça laisse des séquelles. Mais il y avait une histoire en particulier que je n'ai pas oubliée, parce qu'elle m'a véritablement fait frissonner à lire. J'espère que cet utilisateur me laissera partager son histoire. Et si vous entendez cette histoire, j'aimerais qu'il puisse me faire savoir dans les commentaires si j'ai fait une erreur, car je vous préviens déjà. Je vous raconte ça au bout de ma tête. Bref, voici l'histoire. L'utilisateur a commencé son histoire en nous assurant que leur histoire n'était pas juste une invention, et que même s'ils étaient assez jeunes, quand c'est arrivé, juste penser à écrire sur le sujet en tant qu'adulte était une expérience assez stressante pour eux.
Ils ont poursuivi en expliquant que leurs premières années étaient marquées par la tragédie de la mort de leur père, qui était mort lorsqu'ils étaient très jeunes à cause d'une surdose. Alors ils ont été élevés par une mère célibataire qui vivait dans un petit appartement, juste en bas de la rue à côté de la maison de leur grand-mère. Leur mère a évidemment essayé de faire des rencontres, afin d'essayer de faire ce qu'il fallait, et de leur trouver un beau-père pour leur donner une sorte de figure paternelle dans leur vie. L'incident en question s'est produit lorsqu'elle était dans un rendez-vous. Naturellement parlant, c'était leur grand-mère qui venait s'occuper d'eux, à n'importe quel moment où leur mère avait besoin de sortir à un endroit où elle ne pouvait pas les emmener avec elle. Le soir de son rendez-vous, la grand-mère travaillait, donc bien que ce n'était pas idéal, l'utilisateur était laissé tout seul, sans supervision, alors qu'il devait avoir 10 ou 9 ans. Mais le narrateur a vite fait de rassurer les membres du serveur en leur disant que c'était l'époque où Yu-Gi-Oh était populaire. Tant qu'ils avaient leurs cartes dans une boîte avec un ensemble de dessins animés pour les occuper, être laissés seuls pendant 1 heure ou 2 n'était certainement pas un problème pour eux. Ce n'est pas comme s'ils allaient errer dans l'appartement ou faire quoi que ce soit de mal pendant que leur précieux Yu-Gi-Oh les occupait. Mais à un moment de la soirée, ils étaient assis à jouer avec leurs cartes et à regarder la télé, quand ils ont entendu frapper à la fenêtre. Rappelez-vous qu'ils vivaient au rez-de-chaussée de l'appartement, donc n'importe qui aurait pu juste s'approcher et commencer à taper sur la fenêtre en verre. Aucun saut ou escalade n'était nécessaire, donc il n'y avait rien de particulièrement inquiétant ou effrayant dans le fait que quelqu'un frappe à la fenêtre en verre. Le compteur se lève alors en marchant vers la fenêtre, avant de retirer les rideaux pour révéler le visage d'un homme complètement étranger. Pas leur grand-père, ni leur oncle, mais vraiment un parfait étranger. Surpris et confus, ils se sont éloignés de la fenêtre, laissant les rideaux se glisser vers l'intérieur, mais cela avant de laisser place à un horrible bruit de verre brisé. Les éclats sont tombés sur le tapis au pied des rideaux, avant qu'un autre coup n'envoie d'autres éclats scintillants sur le sol devant eux. À ce moment, ils ont juste jeté leurs cartes Yu-Gi-Oh sur le sol et se sont enfuis en se précipitant vers la porte arrière de l'appartement, vers la demeure de leurs voisins. Ils ont frappé à la porte dans un état de terreur abjecte alors qu'ils regardaient par-dessus leurs épaules de temps en temps pour s'assurer que le mystérieux prédateur n'était pas à leur poursuite. Heureusement, les voisins ont ouvert la porte et ont pris le temps de rassurer et de calmer le compteur pour qu'il leur raconte l'histoire complète. Naturellement, ils ont appelé la police, qui se sont empressés de venir puisqu'ils ont obtenu la description de la maison et de l'invasion en cours. Le voisin décide ensuite d'appeler la mère du compteur pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Elle s'est immédiatement précipitée à la maison pour réconforter ses fils terrifiés. Puis après ça, le voisin et la mère du narrateur les ont raccompagnés jusqu'à l'appartement, pendant que les flics étaient toujours là en train de fouiller la propriété et les environs pour tout signe d'une tentative d'intrusion. Suite à ça, un des policiers s'approche de la mère et lui montre quelque chose dans une pochette plastique transparente. La mère regarde le sac fixement, devient pâle, puis s'agenouille et serre fort notre compteur dans ses bras, en essayant de retenir ses larmes, alors que les voisins ont crié « Oh mon Dieu !» La famille a fini par rester 1 semaine dans la demeure de la grand-mère en attendant la réparation de la fenêtre, ce qui était très long pour une réparation de fenêtre. Et si vous croyez qu'ils voulaient sûrement rester loin de la maison le plus longtemps possible, vous avez sûrement raison. Notre narrateur avait des soupçons depuis un petit moment, mais ils étaient trop jeunes pour comprendre les implications de ce qu'il s'était passé. Ils n'ont pas compris l'ampleur du danger qu'ils avaient expérimenté ce soir-là. Quand leur mère leur a expliqué qu'après ce soir-là, ce n'était pas seulement la fenêtre qui était remplacée, mais l'appartement tout entier qui avait été aménagé à l'aide de nouvelles serrures incroyablement robustes, de caméras CCTV et presque tout ce qu'une chambre de sécurité pouvait contenir. Et tout ça a été entièrement payé par nos grands-parents. Toute la famille était absolument terrifiée. Et tout cela était dû à la pièce de conviction que les flics ont montrée à ma mère cette nuit-là. La petite chose dans le plastique transparent qui l'a gelée sur place, puis l'a fait fortement serrer ses fils dans ses bras. Ce qu'il y avait dans ce sac plastique était une photographie. La photographie d'un garçon qui dormait paisiblement dans son lit. Et ce garçon, c'était notre compteur. La mère a raconté beaucoup plus au compteur lorsqu'il était plus âgé, en disant que la photo ne pouvait pas avoir été prise longtemps avant la tentative d'effraction. Quelque chose sur les draps du lit qui était assez nouveau, ou quelque chose comme ça. Ou bien une nouvelle coupe que le garçon venait juste d'avoir. J'ai oublié ce détail. Mais bref, c'était un détail comme ça qui avait fait en sorte que c'était clair que l'intrus s'était introduit dans l'appartement d'une manière ou d'une autre. Peut-être seulement 1 semaine auparavant, prenant ainsi une photo du jeune narrateur pendant qu'il dormait. Je ne peux qu'imaginer ce qu'il devait avoir fait pour plusieurs autres enfants aussi. Se faisant son petit catalogue de victimes potentielles, les consultant pendant des heures avant de se décider sur celui qu'il aimerait le plus. Je pense que c'est ce qui m'a fait le plus terrifier lorsque j'ai lu son histoire. L'idée que l'intrus avait pris ce goût pervers pour eux et qui devenait tellement fort qu'il était incapable de résister à leurs pulsions ou à n'importe quel type de désir tordu ou malade qui les ait poussés à briser cette fenêtre dans cette soirée-là. La famille ne s'est sentie en sécurité que lorsqu'ils ont entendu la nouvelle.
que la personne dont le profil ressemblait étrangement à celui de la victime avait été attrapée par la police et emprisonnée après avoir été extradée dans un autre état. Mais ils ont gardé tout cela discret à notre narrateur, jusqu'à ce qu'il soit dans ses dernières années d'adolescence. Il n'y a plus de détails après ça. Il n'y a pas eu de grandes conclusions, juste que c'était quelque chose qui l'avait hanté pendant des années. Je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi horrible que ça dans un serveur Discord. Et tout le reste me paraissait inoffensif en comparaison. J'ai arrêté de lire peu de temps après. C'est bizarre quand on cherche des choses effrayantes, parfois juste pour nous donner un petit frisson, mais qu'on finit par être véritablement traumatisé. Pas par les petites histoires de squelettes, non, mais par des choses qui auraient pu facilement se produire pour n'importe lequel d'entre nous.